Bienvenue sur cette rediffusion. Si tu n'as pas peur, tu peux nous rejoindre en live. Je stream généralement le lundi, le mercredi et le vendredi vers 17 h. Et parfois le dimanche pour les rétrospectives cinéma. Bon visionnage! Et on va pouvoir commencer les recommandations avec moult livres, moult BD, moult mangas, car j'ai trouvé le chemin de ma bibliothèque. et voilà. Ah bah tu vas voir, techniquement, tout ce qui relie ces œuvres, c'est que c'est beau. Après, il y a tout et ce qu'on veut, comme thème, comme style. Mais j'ai trouvé que tout était assez beau. Il y en a un particulièrement que j'ai vraiment adoré. Donc on commence avec Couleur, sorti en 2017 de Sylvain Escalion. Dans un train, un jeune homme se réveille, vaseux, il est amnésique. Mais heureusement, un homme étrange en face de lui dit qu'il va s'occuper de son cas et le loger, le nourrir, etc. Il l'emmène alors dans sa maison où il lui offre un petit travail en échange de tout ça. Sauf que le jeune homme souffre de sa perte de mémoire et peint chaque soir une toile comme s'il était possédé. Mais que se passe-t-il donc? Il y a beau et là c'est beau. En vrai, toutes les cases ne sont pas comme ça. Là il y a des couleurs, sinon le reste ça va être que en noir et blanc. Donc pris au hasard bien sûr. Alors quasiment tout va être pris au hasard. Pour cette sélection, je crois, sauf le dernier. Voilà, donc c'est du hasard Balthazar. Donc pris au hasard à la médiathèque grâce à la couverture intrigante, le fait aussi qu'il n'y ait des couleurs que sur certaines pages a continué de me faire poser des questions. Et ben je suis pas sûre d'avoir compris l'intrigue. Ou alors j'ai capté l'intrigue, mais je pensais qu'il y avait un sous-texte ou une morale, mais j'arrive pas à en trouver. Disons que ça se termine un peu de manière assez négative. Donc voilà, j'arrive pas à capter ce qu'il fallait capter. Les cases en noir et blanc contrastent fortement avec celles en couleur, qui font parler l'intrigue, bien sûr, parce que les couleurs sont importantes pour l'histoire. Elles sont pas là par hasard. Voilà, je peux pas en dire trop. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de moments où je pourrais pas vous dire beaucoup de choses, parce que bah, il faut lire, il faut vivre la chose. Donc voilà, c'est une BD qui... en vrai, est assez captivante parce qu'on ne sait pas où on va. Mais peut-être qu'on vous resterez sur votre faim comme moi, je suis restée sur la mienne parce que je ne savais pas du tout quoi dégager de tout ça. En fait, ça a l'air d'être juste une intrigue et puis après, allez, salut. Voilà, donc je ne sais pas trop quoi en penser. Comme si elle était... Non, j'ai regardé parce que j'ai cru entendre bébé qui descendait, mais en fait pas du tout. Ah, tu as vu les couleurs? Il y a un mec sur son siège, là. Voilà. Donc si vous connaissez quelque chose, dites-le dans le chat, comme ça ira plus vite. Putain, j'entends des bruits, c'est trop bizarre. Un effet weapon, un peu. Comment? Ah, oui, non, oui, non. Oui, non. Oui, non, parce que... oui. Ouais, si, en vrai, si. Bon, on va en parler, de toute façon. Quel est le message? C'est ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre? On enchaîne avec La Terre des Fils, sorti en 2017, de Gianni Alfonso, dit aussi Guipi. Dans un monde apocalyptique, un homme élève ses deux gamins à la dure pour qu'ils puissent survivre, sauf que les deux gamins ne comprennent pas forcément cette éducation à la dure et n'en font qu'à leur tête. Un jour, le père meurt, les deux enfants vont devoir vivre par leurs propres moyens, mais surtout par leurs propres choix. Oui, parce que non, parce que oui. C'est To Win Against the No. Alors c'est une BD très épurée et pourtant avec une belle ambiance bien marquante. L'apocalypse frôle celle de La Route ou de Mad Max. Donc d'un côté c'est assez glauque et assez cru, donc ça ressemble plus à La Route, donc plus réaliste entre guillemets. Et de l'autre côté, plus du côté Mad Max avec une espèce de groupe de fanatiques chelous. Voilà. On ne saura jamais trop ce qui a causé la chute de l'humanité, mais les ravages se font encore ressentir subrepticement, parce qu'il y a des endroits où les gamins ne peuvent pas aller, par exemple, c'est interdit. Voilà, les personnages sont assez étonnants. Ils sont assez bruts de fonderie et font pas dans la dentelle. L'un des frères déteste son père, d'ailleurs, même si c'est le trope classique du manque de reconnaissance paternelle. L'autre est un peu plus calme. Ils ont une façon de s'exprimer assez étonnante, on va dire, c'est une espèce d'argot et de rétrécissement des phrases, c'est-à-dire qu'ils mâchent beaucoup leurs mots. J'ai beaucoup aimé.
en réalité. Plus pour l'ambiance que pour l'histoire qui reste assez classique au final, mais c'est très entraînant et intriguant. Voilà, une bonne BD sur l'apocalypse, la recherche de l'approbation et sur le moment où il faut faire des choix dans sa vie. C'est un trou et une boule, bah, c'est ce que tu veux. Ça n'a pas de rapport entre guillemets avec ce que tu vas lire parce que je ne vois pas, y a pas de, je me souviens pas pourquoi il y a ça quoi. Mais non mais bref. Interdit de râler, comment? Qu'est-ce que t'as entendu, Loud? Oh. Parce que j'ai jamais utilisé le mot râler. Alors on va attendre pendant 20 minutes que Loud veuille bien répondre. Ah, que t'avais dit qu'il n'y avait pas le droit de râler. Non, ils n'ont pas le droit d'aller. Les endroits où ils n'ont pas le droit d'aller. Dis que je parle mal aussi. Il écoute depuis la cuisine et en 160p. Non, mais je bâche mes mots aussi. Je parle avec mon nez comme ça. Non, j'arrive pas. Eh bien, on enchaîne avec un manga. Le seul manga. Applaudissez-moi. Bon, après, il n'y a pas masse de mangas pour adultes dans ma bibliothèque. Ça, je suis très triste. L'enfant et le maudit, sorti en 2015 de Nagabe. En même temps, le manga est exceptionnel. Shiva est une jeune enfant qui vit avec une étrange créature toute noire qu'elle nomme le professeur. On apprend qu'une malédiction rend les hommes comme le professeur et que Shiva, même si elle vit dans le monde de l'extérieur, a réussi à ne pas encore être maudite. Oui, parce que la créature noire est en réalité maudite. Enfin, peut-être que si elle l'est. On va suivre donc les aventures et le chemin de nos deux compagnons dans une relation douce et bienveillante. Alors c'est la couverture et le titre qui m'ont tapé dans l'œil. Au milieu des classiques One Piece, Naruto, l'atelier des sorciers, cette série m'a attirée parce que je la connaissais pas du tout et elle sort vraiment de tout ce que je peux voir à cet endroit-là dans ma bibliothèque. Et je suis vraiment pas déçue. J'adore ce manga. C'est très très bien dessiné. L'histoire est vraiment profonde et travaillée. C'est presque un peu trop mystique parfois. J'ai atteint par exemple un moment de révélation où je suis pas sûre d'avoir tout capté les détails. On se demande toujours où ça va aller, même à l'antépénultième volume. Donc l'avant-avant-dernier. Où j'en suis actuellement. Et en fait, il me reste deux tomes et j'aurai terminé. Et je ne comprends pas où ça va. Le personnage de Shiva est très mignon. C'est une enfant joyeuse de 6 ans. Et ses réactions sont vraiment très choues. Le professeur aussi est très mims. Même si un peu trop en mode shonen. Plus on avance, plus il est en mode shonen. Quand il a merdé, il arrête pas de se flageller pendant 5 minutes parce qu'il a mal fait un truc. Voilà, bon, calme-toi Jean-Michel, ça arrive. Leur relation est vraiment donc très choupette. J'aurais presque aimé que l'intrigue n'avance pas, juste pour avoir que des moments de routine entre elles. Voilà, il y a d'autres personnages très intéressants comme les enfants noirs, des créatures dites maudites mais qui n'ont pas été humaines avant. D'ailleurs, cette malédiction est très cool car on apprend à un moment les étapes de la transformation, car le professeur lui aussi est une anomalie. Et ça, c'est plutôt inventif. Les étapes de la transformation sont très inventives, j'ai trouvé. Et j'ai hâte d'avoir la fin. Car là, c'est vraiment le sbeul total. Les tomes se terminent tous en cliffhanger. Ça, c'est dégueulasse. Voilà, donc recommandé pour celles qui aiment le genre du manga et surtout à cette histoire qu'on lit peu dans ce format. Oui, c'est ça. C'est très... C'est ça, c'est très conte du XVIIIe siècle, exactement. C'est très très différent d'un manga classique. On s'en éloigne vraiment beaucoup, quoi. Et surtout que Silverine, là, c'est du gaélique irlandais. Voilà, je n'ai pas d'explication de pourquoi. Alors, peut-être que ça se base dans une espèce d'Irlande alternative. Parce qu'il y a des chevaliers et tout, donc je sais pas quoi. T'aimes pas les fins dans Cliffhanger avant un autre tome? Parce que toi, t'aimes bien. Surtout quand t'as pas le suivant. Parce que, comme à la bibliothèque, je les ai pas tous empruntés en même temps, j'avais pas... Là, par exemple, j'attends, quoi. J'attends. Puis en plus, je sais pas si je vais avoir les suivants, parce qu'ils sont... Je les ai réservés, mais on m'a pas confirmé que c'était réservé. Loud, il aime souffrir, il aime l'attente.
Non, mais là, par exemple, il y a vraiment un gros cliffhanger. Ah oui, c'est ça. Mais les cliffhangers, c'est dégueulasse, en fait. C'est horrible. C'est comme les saisons qui se terminent sur cliffhanger et puis t'auras jamais la suite, quoi. Parce que la saison a été annulée. Je sais plus qui avait fait ça. Il y avait une série qui était très connue. Ça se termine sur un cliffhanger de bâtard et t'étais en mode... Bah voilà. Allez, salut. Zioa, ouais, j'ai failli dire Zioa, mais je me souviens pas que c'était si dramatique que ça, mais peut-être parce que je savais qu'il n'y avait pas de suite, et donc j'étais en mode... Bon, bah, voilà, je saurais. Mais je sais plus, j'aurais dit Prison Break, mais peut-être que j'ai halluciné pour Prison Break, je sais pas. Lost. Je déconne, pas rire. Putain, Lost, j'avais regardé que la saison 1, et après, ça m'avait pas trop intéressé, donc j'avais arrêté. Mais la saison 1 était vraiment très bien. Je pensais que c'était la fin, donc j'étais ok. Oui, voilà, c'est ça. En fait, je pense que la fin de la saison 2 est ok. Enfin, ça me laisse pas un sentiment de tristesse infinie. J'essaie de me souvenir, mais... La saison 2 est un peu moins bien quand même que la 1. La 1 était moins exceptionnelle que... Ouais. Allez, on enchaîne. The Magic Fish, sorti en 2020, de Trong Le Nguyen. Tien est un jeune adolescent, fils d'immigrés vietnamiens qui ont fui la guerre. Il porte donc en lui l'héritage de cette culture, mais comme il a vécu aux US toute sa vie, il porte aussi ce décalage avec ses parents. Mais pour combler le fossé, la famille a un rituel, lire des contes en anglais pour progresser dans cette langue. Les contes vont permettre à la famille de s'unir et de se parler. Trop chiant. Ah oui, le concept est énorme. Mais je m'en souviens pas, je me souviens de m'être ennuyée devant la saison 2. Mais je sais que j'aimais bien quand même, donc j'arrive pas à me souvenir trop. Alors que la saison 1, je sais que je l'ai commencé à 17h, je l'ai terminé à 1h ou 2h du matin, parce que c'est très rare que je binge-watch quelque chose, mais là, je ne pouvais pas ne pas la regarder, en fait. Il fallait que je regarde. Et à la fin, dernier épisode, j'étais comme ça. J'étais aussi claquée que... J'étais en mode... Ah oui, c'est super. Tu veux que je te rappelle si tu veux. Sinon, mets-le en MP. Comme ça, s'il y a jamais quelqu'un qui lit et qui veut pas se faire spoiler. The Magic Fish est une très belle BD, à la fois sur la famille, sur les liens, sur les cultures différentes, sur l'héritage, mais aussi sur le coming out. Ta 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 ta. Même quand je choisis au pif, il y a toujours des LGBT. Foutu woke, va. Ils sont partout, hein. Non, en vrai, j'ai même pas fait exprès. J'ai le guédard. J'ai le radar. J'ai le guédard, c'est horrible. Donc voilà. Personnage gay. Bref, c'est beau, c'est bien écrit. On découvre à la fois les contes en version occidentale et en version vietnamienne. Si on se concentre pas mal sur le fils, la mère aussi a ce droit à son histoire, ce qui est très cool. D'ailleurs, les cases sont colorisées différemment en fonction de quel personnage on suit l'intrigue à ce moment-là, ou même de quel espace-temps, parce qu'on va faire quelques ellipses temporelles dans le passé pour raconter donc le passé de la mère, de comment elle s'est enfuie du Vietnam pendant la guerre, etc. Et donc voilà, je vous recommande cette BD qui est très chouette, et encore plus si vous voulez en apprendre plus sur la culture vietnamienne. C'est assez cool, hein. Assez cool, hein. ZQDQ, SFQZ. Voilà. Rien à dire sur cette histoire. Il y a un autre livre où il y a des personnages LGBT, j'avais pas, voilà. J'avais pas tilté. Très bien. On enchaîne. Fille unique, sorti en 2021 de Becca et Camille Méhu. Alors, Paloma est une orpheline recueillie par une femme qui lui donne sa dernière chance. Son adoptante lui propose alors un marché. Si tu te fais de vrais amis d'ici 1 an, tu peux rester. Malgré son mauvais caractère et sa détestation du monde, Paloma reste dans ce foyer car en fait l'adoptante, quelle coquinette, allonge année après année son défi.
Donc finalement, en fait, elle la laisse rester pour de vrai autant qu'elle veut. Un jour, Paloma reçoit un SMS lui disant qu'elle doit se rendre à un endroit de son lycée pour faire une colle ou je sais plus quoi d'autre. Mais finalement, elle tombe nez à nez avec Apolline, Céleste, Kélonia et Sierra, 4 autres meufs paumées et isolées comme elle. Kélonia, qui est à l'origine de ce guet-apens, propose de former le groupe des Malbarrés pour être plus forte. Paloma va-t-elle accepter de faire partie de la bande? Putain, cette phrase, arrête. Alors, c'est une BD en 5 tomes qui suit littéralement les 5 personnages principaux. Voilà, donc le premier tome, c'est sur Paloma. Le deuxième tome, ça va être sur Céleste, que j'ai à lire actuellement. Chez moi, je ne l'ai pas encore lu. Et moi, comme une imbécile, eh bien, j'ai lu le tome 1 et 5. Donc voilà, je sais exactement comment ça se finit, mais j'ai pas le milieu. Bravo le veau. Donc voilà, faites pas comme moi et lisez-les dans l'ordre pour une fois. Je vous conseille de les lire dans l'ordre. Parce que moi, j'avais pas capté que ça allait être une vraie histoire avec fil rouge. Moi, je pensais que ça allait être juste des moments de vie et qu'on pouvait en prendre... voilà, on pouvait les prendre de manière random et puis voilà. Non, c'est juste que je connaissais pas le principe, donc j'ai pris au hasard Balthazar. Il y en avait 2, alors je me suis dit, bah, je vais prendre les 2. Donc voilà, histoire assez sympathique, de la sororité, en veux-tu, en voilà, de l'amour et de la compassion, de l'entraide, des messages... Alors des messages un peu trop yogiti, psychologie positive, mais parfois c'est un peu trop facile expédié. Genre dans le 5e, c'est un petit peu facile, quoi. C'est... est-ce que... Va mieux et ouais, ça ira mieux, c'est juste en mode d'accord. Bon, alors c'est bien pour les ados, mais c'est vrai que bah, c'est un peu lèche, quoi. Mais je chipote. Hein. Je chipote très fort. Voilà, donc j'ai hâte quand même d'avoir le tome 3 et 4, et donc je vais lire le 2, là, pour accrocher les wagons jusqu'au tome 5, même si en réalité, en vrai de vrai, en lisant le tome 5, j'ai presque pas besoin de lire les autres, parce que j'ai quasiment tout compris de ce qui se passait de l'intrigue, dans quel ordre ça s'est fait, qui a fait quoi à quel moment, et tout, je ne sais pas pourquoi, tout est bien expliqué dans le 5, donc en vrai, tome 1 et 5, tu raccroches les wagons. Alors ça demande une petite gymnastique quand même intellectuelle, mais ça va, franchement, donc voilà. C'est vrai qu'il y a des personnages qui apparaissent, t'es en mode, bon bah je ne sais pas qui c'est lui, mais bon, c'est normal ça. Donc voilà, ça se passe même en faisant n'importe quoi. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, ah oui, personnage LGBT en plus, je suppose qu'il y a une des meufs qui doit être trans, je pense, et il y en a 2 qui commencent déjà à se bécoter dans le 1, donc voilà. Voilà, j'ai pas fait exprès, c'est encore tombé, quoi. Comme d'habitude. Mais aussi, si je vivais pas dans une ville de gauchias et de woke, voilà, on n'en serait pas là, c'est leur faute, bien sûr. Ah, alors ce livre, c'était choisi pour Coco, bien sûr. Grog the Frog, le livre du taureau, sorti, ça sent le taureau ici, sorti en 2023, de Albdeg et David Orellana, à moins que ça soit David Orellana, ça soit son vrai nom, je sais pas. Grog the Frog est un magicien très puissant, mais très insolent et visiblement pas très concentré, car il oublie tous les ans de célébrer le rituel magique le plus important de l'année, la pluie d'étoiles filantes des Perséides. Mais là, ça y est, il va le faire, il va y aller. Enfin, peut-être, qui sait, avec Grog the Frog. Putain, je fais vraiment des résumés à la Libération. Il a un charisme légendaire. C'est vrai, il est tout petit, là, en fait. J'avais pas... il est minuscule, là, au milieu. Énorme pec. Alors, je l'ai pris pour dire à Coco si c'était bien ou pas. Alors, c'était à la fois bien et un peu trop... trop sur certains trucs. Globalement, c'est très cool. Même si la grenouille, elle en fait un peu trop dans son côté edgy. Voilà, elle veut vraiment faire bien comprendre qu'elle aime pas les autres. T'es en mode... Tu vas doser. Mais sinon, ça passe, ça va. Voilà, le dessin est très spécial, mais c'est très cool, c'est très coloré. Plein de couleurs, plein de formes. L'histoire est what the fuck. Bon, ça se voit, rien qu'à la couverture, ça se voit. Je sais même pas s'il y a d'autres tomes. J'ai vérifié, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres tomes. Et pourtant, c'est comme si on arrivait au milieu et qu'on était censé connaître les personnages.
et en même temps non, parce qu'il y a des petits encarts pour t'expliquer qui est quoi. Donc voilà, j'ai pas tout compris. Ça se trouve, c'est une BD sortie d'un autre projet, et en fait, si t'es fan, bah tu comprends, mais si t'es pas fan, bah t'es un peu en mode... Voilà. Et mais voilà, en vrai ça va, ça passe, hein, on comprend. Mais c'était juste perturbant au départ, comme si j'avais encore pris un mauvais tome, quoi. Bref, c'était sympathique en vrai. Moi c'est l'inverse, je suis trop lecture et pas du tout le reste, comme les recos vont le prouver, puisque j'ai littéralement une série de films, quoi. Voilà. On enchaîne avec Cry Wolf Girl, sorti en 2024, d'Ariel Ries. Dawa est une jeune fille angoissée notamment par la mort de ses parents et pour combler ça, elle ment. Mais est-ce que c'est une bonne idée d'appeler les loups? Réécriture du mythe de l'enfant qui appelait au loup, plutôt sympathique. Je ne sais pas si c'est une métaphore d'une maladie mentale, mais si ça l'est, c'est vraiment très subtil et très bien fait. C'est très très court, ça va à l'essentiel et c'est vraiment très très beau. Vraiment, les graphismes sont magnifiques. Voilà, je vous le recommande, c'est vraiment très très court. Ouais, c'est très beau, ouais. Je l'ai pris parce que c'était... il était sur le présentoir, il était en mode... Tu es beau, toi, viens là. Donc là, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment très très court, par contre. Voilà. Ensuite, on va passer à une de mes recos favorites de ce mois-ci. D'or et d'oreiller, sorti en 2024 de Flor Vesco et adapté du livre de Mayalène Gust. Donc Sadima est une servante et la servante de 3 sœurs nobles. Elles sont conviées au château du Lord Anderson qui a concocté un test pour savoir qui il épousera. Les 3 sœurs tentent leur chance l'une après l'autre, échouant. La servante, elle, observe et trouve que le château est bien étrange. Elle ressent que quelque chose se cache, que le noble cache un secret. Le Lord propose alors à Sadima de passer elle aussi le test puisqu'elle remplit les conditions. Et elle le tente en cachette de ses maîtresses. Voilà, donc c'est une de mes BD préférées de la sélection. Alors déjà, les graphismes sont magnifiques. J'ai adoré les traits, la couleur, l'ambiance. Et en bonus, l'histoire est vraiment intrigante. Et jusqu'au bout, on ne sait pas où ça va. C'est une réécriture ou plutôt un mix de contes classiques qui s'entremêlent, dont je pense principalement La princesse au petit pois. Donc la princesse au petit pois, c'est littéralement... je sais plus si c'est une servante ou pas, mais bref, c'est une princesse qui est tellement sensible elle doit dormir sur 10 matelas, et en fait, il y a un petit pois qui est coincé dans entre les 2 derniers matelas, et elle peut pas dormir de la nuit parce qu'elle le sent. Voilà, donc je sais plus la suite de l'histoire, mais en tout cas, elle peut sentir un petit pois entre 10 matelas. Là, c'est cette réécriture, on va dire, grossière, enfin... Pas dans le fait où elle sent des trucs, mais plutôt elle sent des trucs, mais de manière générale. Il y a beaucoup d'ésotérisme, mais aussi un fond féministe sur la condition des femmes et comment elles tentent par tous les moyens de s'en sortir, et aussi le thème de la relation à la mère, notamment le fils face à sa mère. Voilà. Parce que si Sadima est cool, le Lord aussi. Alors au début, on croit que c'est un petit dandy, un petit connard. Mais on comprend, à force de le connaître, qu'il cache sa vraie personnalité. Il y a d'ailleurs beaucoup de sensualité et d'amour dans la relation entre Sadima et le Lord. Presque érotique. Voilà, c'est marrant quand on sait que la BD est dans la section ado de ma bibliothèque. Donc voilà, je suis un peu en mode... Pourquoi pas? En vrai, les BD ados, elles sont limites des fois, je trouve, dans ma bibliothèque. Je suis en mode, ah bon? Ah bon, très bien. C'est ça qu'on lit de nos jours? Voilà, donc j'ai adoré. Je vous la recommande si vous aimez les ambiances gothiques mélancoliques avec un peu de fond un peu plus poétisé, engagé, on va dire. Wally Walou. Vous allez voir, il y en a plein. Hein, en fait, j'ai quasi tout pris chez les ados, sauf 2 ou 3, je crois. Les 2 premiers et le dernier, je crois. Et tous les autres, c'est chez les ados. Donc il y en a, ça va, ça se comprend. Mais d'autres, voilà. On va enchaîner avec Angry Ghost, sorti en 2023 de Victoria Ying, pardon.
des fesses pour les décrocher de Tic Tac. Non, non, il n'y a même pas de fesses, je crois. C'est juste que tout est subtilement implicite, mais c'est quand même là, quoi. Valérie Chou est une lycéenne classique, enfin presque. Malheureusement pour elle, elle vit entourée d'une famille où les femmes doivent faire attention à leur poids. Donc cette question va devenir centrale dans sa vie à tel point qu'elle se fait vomir ou stresse à chaque aliment ingéré, car chaque écart... à chaque aliment ingéré, pardon, ou chaque écart. Mais aussi pense que les femmes rondes sont laides et finiront seules, ce qu'elle redoute absolument. C'est donc une histoire de prise de conscience de que cette façon de vivre va être néfaste pour elle et bien sûr un chemin vers la guérison. Ouais, la cover est magnifique, c'est pour ça que je l'ai pris, je savais pas du tout de quoi... Ah bah c'est exactement ce que j'allais dire, putain c'est incroyable. La couverture est très belle et le titre est très intriguant. J'ai vu après coup que ça allait parler de TCA, donc trouble du comportement alimentaire. Ce trouble est traité avec douceur et empathie. On comprend bien le mécanisme de pensée qui est à la fois destructeur, mais aussi positif pour la personne, parce que contrôler la nourriture revient à contrôler sa vie. Et c'est d'ailleurs quand elle ne contrôle pas bien quelque chose qui lui est cher qu'elle découvre que son trouble va être plus un mal qu'un bien pour elle et qu'elle risque de perdre beaucoup plus à ce jeu-là qu'en se soignant. Donc c'est une jolie histoire, surtout que la relation à la mère, donc c'est elle qui lui inculque ce contrôle de son corps, n'est pas binaire, c'est-à-dire que c'est pas elle la méchante et voilà. Hein. C'est, même si l'évolution de cette relation sera positive, la relation ne sera jamais parfaite et bienveillante, puisque, comme dans la vraie vie, même nos parents ont du mal avec certains trucs, et donc il faut leur pardonner, et ne pas oublier qu'ils pensent bien faire pour nous, et que c'est leur façon de voir le monde, et en fait, il faut les laisser gérer, quoi. En gros, c'est plus votre problème, c'est le leur, quoi. Donc voilà, c'est un équilibre entre les parties et les psychologies. Et c'est pas facile tout ça. Donc c'est assez cool pour ça, c'est bien fait. C'est pas en mode oh là là, j'ai compris ma fille, j'arrête. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est très très cool, c'est très, très réaliste. Voilà. Donc bonne BD. Attention au sujet malgré tout, si vous êtes sensible. Même si c'est montré de façon ok et pas traumatisante, ça peut peut-être trigger certaines personnes. Voilà. Moi, je prends vraiment les trucs à leur couverture et je suis en mode « Ah bon, c'était ça le sujet !» Terrible. Allez, tout de suite, la suite. On va vraiment faire les recours en 20 minutes. Hein. Sur la route de West, sorti en 2020 de Tilly Walden. Au lieu de « Ok, c'est bon, fin... » Ouais, non, c'est très cool, ouais. Lo est une jeune femme qui se rend chez sa tante. Elle croise la fille d'une voisine, Béa, sur une aire d'autoroute. Elle comprend alors qu'elle s'est enfuie et lui propose de l'accompagner vers West, une étrange ville notée nulle part sur des cartes. Elles vont alors faire le voyage ensemble, apprendre à se connaître et guérir ensemble leur trauma. Alors bonjour, bonjour les lesbiennes, la BD. Voilà, je n'ai pas fait exprès, mais c'est encore le cas. Alors c'est une BD extrêmement étrange, j'ai pas tout capté. Il y a plein de moments magiques chelous qui interviennent d'ailleurs assez vite. Mais il y a des passages très très cool, notamment, je vais l'appeler le passage du magasin, où on ressent une angoisse alors qu'il ne se passe rien. Donc j'ai trouvé ça extrêmement fort d'arriver à faire ça avec de la BD. Voilà, donc ça c'est les parties les plus... J'ai pas tout compris, mais sinon les aspects terre-à-terre réels, ça j'ai bien capté, j'ai bien compris ce qui se passait. Il y a donc notamment une notion de viol, voilà, vous êtes prévenus. Encore une fois, c'est d'une BD... alors là par contre, c'est une mention de viol, il n'y a pas de... Enfin voilà, on comprend très très bien ce qui va se passer. Et encore une fois, c'est dans les BD ados. Voilà, donc je ne sais pas, je ne sais pas ce que je dois penser. Le dessin, le trait du dessin est sympa. Voilà, j'ai pas grand chose à dire en vrai parce qu'il faut la lire pour pouvoir en parler, je pense. C'est un road trip au féminin. Voilà, et deux sont lesbiennes en plus. Vraiment, le guédard. Encore une fois, le guédard.
On enchaîne. On enchaîne, comme ça je vais jouer à DS2. Blanc autour, sorti en 2021 de Wilfried Lupano et Stéphane Fert. En 1832, à Canterbury, dans le Connecticut, l'esclavage est toujours officiel dans les États du Sud, mais plus dans le Nord. Prudence Crandall, une institutrice blanche, décide de ne plus faire cours aux personnes blanches d'ailleurs, mais que aux personnes noires, qui se voient refuser les bancs scolaires de manière générale. Enfin, d'habitude, elles se font refuser les bancs de l'école. Évidemment, ça ne va pas plaire aux personnes autour, qui vont commencer à faire des actes de malveillance pour les décourager. C'est donc le récit de cette école pas banale pour l'époque. Voilà, donc c'est un livre très très cool, bien raconté, clair, avec plein de pages à la fin pour expliquer les vrais faits, donc l'histoire de cette prof, mais aussi de ses élèves, ce qu'elles sont devenues, ce qu'elles ont fait dans leur vie, etc. Alors je peux pas trop en dire parce qu'il faudrait lire l'histoire pour comprendre, et voilà, ça suffit à elle-même. Mais il y a d'ailleurs, je vais juste souligner une chose que j'ai trouvée intéressante, et qui est... peu vu, on va dire, c'est le personnage de Sauvage, qui est un petit garçon noir qui vit seul dans la forêt, même s'il se fait recueillir quand même par une personne, mais voilà, il vit quand même plutôt seul dans la forêt, et qui ne comprend pas pourquoi les élèves, donc noirs comme lui, veulent faire comme les blanches et être instruites. Donc c'est une réflexion assez intéressante, parce que si on parle beaucoup des réticences des blancs à voir les personnes noires faire comme elles, entre guillemets, bah, il y a aussi eu des réticences, je pense, du côté noir, de prendre le modèle blanc comme étant la référence, au lieu de pratiquer d'autres formes de culture, etc. Donc voilà, ça pose de vraies questions légitimes de ce côté-là. Alors, c'est explicité, enfin, je l'ai vu, je le grossis énormément je grossis le trait, parce que c'est pas forcément très explicite. Enfin, si ça l'est, mais c'est pas, vous allez peut-être pas retenir ça tout de suite. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment cette partie-là qui était intéressante. Parce qu'effectivement, pourquoi reproduire le système scolaire blanc plutôt qu'un autre? Donc voilà, très très cool ce genre de pensée. Parce qu'on les voit pas souvent, je trouve. Voilà, BD recommandée pour découvrir cette histoire. Bien sûr, c'est absolument magnifique aussi. Voilà, tout est beau, de toute façon, toutes les BD sont belles, c'est terrible. Tu sais plus où donner de la tête. C'est pour ça que j'ai toujours 55 livres dans ma besace quand je reviens de la biblio. Et encore, je me force à n'en prendre que 6 par semaine. Hein. Voilà. Allez, on enchaîne. Salon de beauté sorti en 2024 de Quentin Zution, adapté du livre de Mario Bellatin. Si, c'est énorme. Oui, mais c'est des BD. C'est des pavés comme ça. Jeshua est un coiffeur, propriétaire de son salon de coiffure qu'il tient avec ses 2 amis. Il s'occupe de ses clientes, habillées en femme, car c'est son kiff, avant d'aller faire le trottoir ou de sortir en boîte ou dans des bains publics. Sa vie oscille entre tous les plaisirs, mais surtout ceux charnels. Mais lentement, la rumeur d'une maladie qui se transmet crée la panique dans les rangs de cette communauté en marge. Il va alors recueillir les malades dans son salon et les soutenir jusqu'à la fin. Alors là, rassurez-vous, ce n'est pas du côté ado que je l'ai trouvé. Parce que là, il y a full sexualité. Et là, je savais bien que ça allait parler de personnes gays, parce que je connais... Enfin, je suis Quentin Zution depuis 1 milliard d'années, donc je sais très bien son travail. Donc voilà, c'est adapté du livre de Mario Bellatin. Je n'arrive pas à savoir si c'est une métaphore du sida ou pas, mais quand même, ça y ressemble vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, tant la maladie se concentre dans les cercles gays et queer, et que les gens meurent en cachette. Et qu'il n'y a pas l'air d'avoir de médicaments ou quoi que ce soit. Et c'est une maladie qui est socialement mal vue. Voilà. Le dessin de Quentin Zution ajoute un peu plus à l'histoire, qui arrive à mêler l'obsession du héros, le poisson, avec la maladie qui couvre les malades. Donc c'est pour ça que vous voyez que sur le dessin, il a les lèvres qui commencent à se transformer en écailles. C'est la représentation physique de la maladie. Un livre sensuel, voire érotique parfois, alors qu'on comprend vite que c'est le sexe qui va propager la maladie.
Donc malgré les risques, les personnages continuent de pratiquer le sexe, bien sûr. Je connais donc Zution depuis un bail, donc je connais ses sujets de prédilection qui sont la relation aux hommes et à la sexualité. Donc ça ne m'a pas étonné de retrouver ça dans cette BD. J'aimerais en lire d'ailleurs d'autres de ce dessinateur, surtout son dernier titre, Sage, qui parle de son anxiété sociale qu'il a enfermée chez lui pendant plusieurs années. Voilà, ou plusieurs mois, je ne sais plus. Donc voilà, si le sujet vous intéresse ou que vous êtes curieux ou curieuse de sa sensibilité, allez-y, découvrez ses BD. Je vous y encourage. Ou même juste sur sa page Insta. Il dessine plein de trucs. Alors c'est un peu dépressif. C'est pas très joyeux, mais voilà. Voilà, voilou. Et on aura terminé avec les BD, dis donc. On va pouvoir passer à la série. Incroyable. Alors attendez. Faut que je me prépare, faut que je prépare tous mes trucs là, voilà, c'est bon. Alors, on enlève ça. Hop. Tac. Voilà. Picture your mind as a cabinet where you lock up your darkest thoughts and deepest fears. What would happen if you opened that cabinet for the world to see? We are about to find out. This is one of those nightmare specials, the kind you never get to the bottom of. What was this family doing here? The one on the walls. Lot 36. Ain't you curious? Whatever is in there is mine now. I've seen a forest. A forest that takes the dead inside. Joy, see my paintings. Please, show me mercy. No! There's a void inside of me. Inside of everyone. What is happening? Mais il n'y a que des acteurs connus, hein. There's an endless abyss. You are really harshing my mellow, man. Here they come. That body will be your coffin. I'll see you buried in it. Welcome. Welcome to my cabinet of curiosities. Putain, la banane, ça fait des fesses. Voilà, le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro, sorti en 2022. Créé donc par Guillermo del Toro, avec Rupert Grint, Kevin Kepi, Ishan Morris, etc., etc., parce qu'il y a vraiment 600 artistes, actrices. Alors, ça fait caca culotte, on va voir que pas forcément. La bande-annonce est bien faite, mais c'est pas si horrifique que ça. Donc, série d'anthologie qui propose donc une histoire, un épisode. Tous filmés par une ou une réalisatrice différente. Ça passe du conte gothique sous terre à l'histoire d'épouvante dans un entrepôt, ou encore à une intrigue avec un alien qui contrôle les humains. Alors, j'ai beaucoup aimé l'ensemble, même si, évidemment, on ne pourrait pas aimer tous les épisodes. Certains parlent moins que d'autres. Le dernier, par exemple, m'est tout particulièrement fort. C'est le seul, d'ailleurs, où j'ai pleuré, et le seul à la fin positive. Oui, parce que, voilà, vous allez être prévenus, toutes les autres histoires finissent mal, et c'en est presque déroutant. Il y a une histoire où j'étais deg, d'ailleurs, que ça se finisse mal, parce que le héros, pour une fois, n'était pas un sac à caca. Donc chaque épisode égale une réalisation différente, des actrices différents, une intrigue différente, un thème différent, un genre de l'horreur différent. Donc c'est vraiment un petit film à chaque fois. Une petite histoire avant d'aller faire dodo. Un petit chair de poule à lire. Donc même si les thèmes et les créatures invoquées vous feront peut-être flipper, c'est pas... En réalité, moi je dirais qu'il y a 20% de trucs qui font peur et 80% de trucs ok. Y a certains épisodes qui font pas du tout peur, entre guillemets. On en a vu un où il y avait des meufs qui rigolent, ça fait pas peur. Celui sur l'alien, il fait pas spécialement peur. Le dernier ne fait pas vraiment peur.
Il est plutôt triste. Voilà. Il y en a certains, par contre, qui m'ont bien fait flipper. Par exemple, l'épisode où il y a la notion de la claustrophobie. Là, par contre, j'ai pas aimé. Parce que j'ai ressenti des trucs, mais parce que je suis un petit peu claustrophobe, donc ça m'a pas plu. Mais sinon, c'était pas un des meilleurs épisodes, et c'était pas plus flippant que ça. Voilà. Donc en gros, si ça va titiller vos frayeurs, ça vous fera peur, mais sinon, vous n'allez pas non plus être en train de vous chier dessus. C'est pas si horrifique que ça. C'est plus des contes, voilà, on va dire ça comme ça. Il y en a même beaucoup que j'avais oublié, que je revois et que j'ai revu et que je ne me souvenais plus. Et il y en a même un que j'ai quasiment pas regardé tellement, voilà, il me parlait pas du tout et c'était vraiment pas effrayant. Donc ça va en vrai. Donc si l'horreur vous fait pas trop peur et que vous aimez le style de Guillermo, je vous conseille le cabinet de curiosité. En vrai, c'est... Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi voir un épisode et pas voir le suivant. Enfin voilà, on peut choisir ces épisodes. Voilà. Donc je crois que Coco, tu l'avais... Bon, t'annonces ça. Toi, tu les avais vus, Coco. Ah non, t'avais pas aimé, toi? Non, je sais plus. Je sais plus, c'est ma soeur qui me les a recommandés. Ça, je m'en souviens. Il y a très pas longtemps, ok, ouais. C'est vraiment... Moi, c'est le dernier que je recommande parce qu'il est vraiment... Enfin, il est très différent des autres, je trouve. Voilou. C'était moi de mémoire, pas hyper convaincu. Oui, c'est ça, c'est pas si horrifique que ça. Ah, le premier était bien. Moi, j'ai bien aimé le premier. J'ai pas trop aimé le deuxième. Même s'il y a la claustrophobie. J'ai bien aimé celui sur l'horreur Lovecraftien, même s'il fait pas peur. L'Alien, c'est un de mes favoris. Je l'ai trouvé tellement intelligent. C'était vraiment, vraiment cool. Celui avec Rupert Grint, malheureusement, je ne l'ai pas aimé. C'est celui où j'ai presque rien regardé. Je sais même pas ce que c'est l'intrigue. Après, il y a un rat géant. Enfin, une espèce de rat à tête d'humain. C'est assez rigolo, ça, par contre. Il y en a un que j'ai vraiment aimé. C'est celui avec le couple et la pauvre petite nana qui veut absolument être une femme cool. Ah, ça, c'est un de mes favoris, mais il fait pas peur, mais il est très triste aussi. Le dernier, très triste, c'est sur le deuil. Et je l'ai vraiment trop bien, je trouve. Sinon, je me souviens pas trop des autres. L'Alien est vraiment trop bien. Hein. Il fait pas peur, hein. Il fait pas peur du tout, mais je sais pas, je l'ai trouvé vraiment cool. Il y a quelque chose avec l'Alien qui était vraiment bien. Et c'est le seul où j'ai trouvé que le héros, j'étais triste pour lui, quoi. Mais en même temps, c'était assez logique et je trouvais ça... en vrai, c'était assez ok. C'est ok. Le dernier aussi, je le conseille. Mais voilà, donc techniquement, on peut faire son marché et tout n'est pas effrayant. Donc voilà. Par contre, ce qui est très très mignon, que j'ai oublié de signaler, c'est que donc, Guillermo del Toro fait la réalisation du premier court-métrage. Et ensuite, donc, il va passer la main à 9 autres personnes. Et ce qui est très mignon, c'est que donc à chaque début d'épisode, il va raconter un petit speech. Voilà, il va faire une petite intro. Comme les contes de la crypte, en gros. Il va faire une petite intro. Et puis, il va déposer une petite statuette de là où le réalisateur du court-métrage. Et il va les présenter en disant, voilà, maintenant vous allez regarder l'épisode blablabla. Donc, titre de l'épisode réalisé par machin ou machine. Et je trouve ça trop mignon parce que ça se voit. Ça se voit que Guillermo del Toro, il est vraiment en mode, bah, je fais croquer, en fait. Je fais croquer, je fais croquer à tout le monde. Et c'était déjà le cas dans le Labyrinthe de Pan, dont j'avais parlé au reco d'avant, je crois. Où en gros, bah, il avait dit, ok, je veux bien faire, enfin, on va faire ce film, mais on va prendre la moitié des équipes d'animation sera mexicaine. Parce que je veux prouver que l'animation mexicaine, elle vaut le coup et que les gens sont trop stylés. Voilà, ils savent, c'est des vrais artistes, etc. Donc vraiment, le mec est vraiment en mode communauté. Je fais croquer le succès que j'ai, quoi. Coucou Lifeless, comment ça va? C'est systématique, un simple nom au générique, les mentions des réals. Attends, quoi? J'ai pas compris le... Un simple nom au générique. J'ai pas compris ta phrase. Mais si tu veux dire qu'on voit leur nom à chaque début d'épisode, c'est ça? À chaque intro? Ça va bien. Qu'ils mettent l'emphase sur quel... Ah oui, c'est cool, oui, c'est ça, ouais. Non, c'est vraiment bien.
Ça se voit que c'est fait en collab, quoi. Il a fait des collabs. Allez, on va enchaîner. Hop, 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 hop. Voilà. This is a true story that happened in my town. So this one Wednesday is like a normal day for the whole school. But today was different. Every other class had all their kids. But Mrs. Gandy's room was totally empty. And you know why? Because the night before, at 2:17 in the morning, every kid woke up, got out of bed, walked downstairs, and into the dark. And they never came back. I don't understand at all. Why just her classroom? Why only hers? Where are our children? We have a lot of emotional parents here. I think it's best if you keep some distance from this place. Matthew, where are you? Est-ce qu'on va voir la K-47 dans le sol? Where did you go? This is where the story really starts. Ils sont pris tout Hollywood. Oui, oui, c'est ça. Maintenant, tu sais plus qui n'a pas fait un Marvel. Évanoui, sorti en 2025, film de Zach Krieger avec Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, pardon. Dans une petite ville des US tout à fait banale, tous les enfants d'une classe d'une école de primaire disparaissent mystérieusement en pleine nuit, sauf un. J'ai vu, oui, c'est la Naruto Run. Sauf un. Le gamin ne semble pas savoir ce qui s'est passé, ni la maîtresse, qui en prend bien pour son grade, parce que tous les parents sont persuadés qu'elle est responsable. Elle va alors chercher la véritaire sur cet étrange événement. C'est vrai que les gamins ont tous fait une Naruto Run pour s'enfuir de chez eux. C'est pas sympa, hein. Alors la BA donnait envie, et j'avais eu un bon écho d'une personne que je connais, mais j'avoue avoir été un peu déçue. Ça me fait le même effet en fait que The Substance. Même si The Substance, je suis encore plus déçue, mais là ça va. En fait, il y avait moins, j'attendais moins de choses de ce film-là. Car j'en attendais plus en fait. J'attendais un message, une métaphore, n'importe quoi, donne-moi un truc à ronger là. Ou encore une morale à dégager, mais je suis pas sûre que ça soit le cas. Parce qu'en y réfléchissant, bah, je vois pas. Je vois toujours pas en vrai. Alors, si vous partez de l'idée que ce film va juste être un divertissement sans rien d'autre, ça va être assez cool, je trouve. C'est un mystère mystérieux. Le film est coupé en chapitres où l'on suit plein de personnages différents pour ajouter des points de vue, des avancées dans l'intrigue et un peu de trucs chelous, voilà, disséminés d'ici et là. En vrai, le côté chapitre personnage, ça c'est vraiment une bonne idée. J'adore. Bah, de toute façon, j'écris des romans cathédrales, donc forcément, pas cathédrale, comment on dit déjà, chorale, pardon. Donc forcément, les films chorales, ça me parle. Donc chorale, c'est littéralement quand vous donnez la voix à chacun de vos personnages et que voilà, vous avez les points de vue de tout le monde. C'est exactement ce qui se passe dans ce film. Mais si vous attendez plus, comme moi, vous allez trouver ça vraiment très creux. Il n'y a pas de finalité, pas d'explication du pourquoi de tout ça. C'est juste un peu bête et méchant et assez gratuit au final. Voilà, je suis vraiment déçue en fait de la fin ou de l'antagoniste. Vraiment, ça n'a aucun sens. C'est vraiment, voilà, la personne peut faire ça, donc elle le fait quoi. Donc voilà, un film en demi-teinte pour moi, mais ça reste quand même divertissant. Oui, je préfère The Substance, mais en fait, The Substance, j'en attendais tellement plus parce que ça devait être un film féministe et au final, ça ne l'est pas vraiment. Ce n'est qu'une critique et ça n'ajoute rien. Il y a pas de, il manque un truc. Et j'en ai déjà parlé longuement quand on avait parlé de, quand je l'avais vu et que je l'avais fait en reco.
Mais ça manque terriblement. En fait, c'est juste un constat, voilà, c'est plus un constat et une critique presque des meufs qui font ça que de critiquer pourquoi elles en sont là et de renverser le truc ou même de faire payer en fait. Parce que les hommes dans ce sens ne payent jamais en fait. Je trouve ça chiant. Je trouve ça un peu triste quoi. Voilà. Voili voilou. Donc il n'y a que Coco qui a vu ce film. Je sais pas si quelqu'un d'autre a vu Évanoui. La Naruto Run the film. Il joue bien le gamin d'ailleurs. J'ai oublié de dire, mais ouais. Bien. J'ai bien aimé aussi. Tous les personnages jouent bien en vrai. Oh, crac. Tous les personnages jouent bien, donc c'est cool. Mais là ça va parce que, en fait, par rapport à The Substance, donc qui était basé, entre guillemets, enfin marketé comme étant féministe, là c'est pas marketé comme étant quelque chose. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas le titre. Hein. Coco Gessiel, bah t'as tout raté presque. On est à l'antépénultième, donc l'avant-avant-dernière Rocco. J'ai pris ça comme un paquet de chips, ça fait plaisir, mais faut pas s'attendre à... Mais oui, mais moi je pensais qu'il fallait s'attendre à être nourri en fait. Donc voilà, je n'ai pas été nourrie. J'ai mangé un os après. Ça va, Gessiel? On parle du film avec la K-47 dans le ciel et les Naruto Run enfants. Le premier stream d'Hades 2 et j'ai pas vu le temps passer. Ah oui, carrément! Ah oui, purée, je suis pas habituée à ce que les gens regardent mes replays. Alors, tu m'as bien vu rager. T'as tenu parce que vraiment, j'étais exécrable hier. Hein. J'étais trop triste d'être nulle et ça me rendait triste d'être nulle. Ne s'attendre à rien, ne jamais être déçu. Oui, c'est vrai. Bah, en fait, tellement de gens avaient tapé des chiers sur ce substance que la hype, elle est quand même là, quoi. Ce titre serait genre... Attention, spoiler potentiel! Mais je comprends même pas, ça n'a aucun sens, en vrai. C'est pour ça qu'on vient, en vrai... Ah oui, putain! Ah, moi, j'aime pas trop, hein. Mais j'étais en train de rager, j'ai pas arrêté de chouiner hier. Là, franchement, si je fais une run, ça se passe mieux. Parce que là, comme je vais mieux, je serai en mode, bon, bah, j'ai perdu, c'est pas grave. Mais hier, vraiment, j'étais en mode... Puis maintenant que j'ai vu que Shiseiyu, run d'introduction, a battu Scylla avec le debuff où il se prenait plus 50% de dégâts à chaque coup. Voilà. Un roguelike. Oui, je sais, mais j'arrive pas à me faire au roguelite. C'est vraiment pas un genre pour moi. Il y a vraiment que Hades qui arrive à faire ça sur moi. Hein. Enfin, à me laisser jouer, on va dire. Un zizou tant qu'à faire. Oh, le zizou. Oui, c'est vrai. Mais même toi, Coco, t'as avancé vachement vite, en vrai. 1% de rage en comparaison avec MV. C'est vrai. MV sur TFT, bien sûr. pauvre MV. En TFT 11. Non, mais en vrai, c'était assez frustrant. Mais j'ai envie d'y rejouer. Hein. Alors que je prends pas de plaisir quand je lance... En fait, c'est ça qui est terrible. Mais ça me faisait ça au premier Hades. À chaque fois que je lançais une run, j'étais en mode, mais pourquoi je fais ça, en fait? Pourquoi je m'inflige ça? Et après, j'étais en mode, allez, on y refait. Putain, j'étais en mode, mais vraiment, c'est trop bizarre. Ah bon, mais je croyais que t'avais que 10 heures. T'avais pas dit ça hier, que t'avais que 10 heures? Moi, j'ai trouvé que t'allais hyper vite. T'avais déjà battu... T'as battu Scylla à ta deuxième run ou je sais pas quoi. Mais j'arrive pas, hein, je comprends pas, c'est trop dur, Scylla. Oh, j'aurais dû mettre en jeu vidéo Hades 2. Je suis bête. Damn it. Bon, en même temps, j'ai pas assez joué. Allez, on enchaîne. On parlera d'Hades plus tard. On finit ça. Alors, attendez. Non. Là. Pour comprendre cette affaire, il faut commencer par remonter assez loin en arrière. Ah bah go la FS. On va comprendre que de l'argent a été mis sur la table. Pourquoi il était pas content ?
cet argent? Parce que c'est pas assez fort, c'est ça? Aujourd'hui encore, la justice s'interroge. Où sont les documents bancaires? Où sont les virements? Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie. Qui peut croire à une fable pareille? Oh, j'avais pas vu ça. À quoi? Attendez, il n'y a pas de titre? Ou je l'ai loupé? Il n'y a pas le titre? Personne n'y comprend rien. On va pas me laisser la grosse tête de Sarko. Ah si, il était là le titre. Ok. Ce que t'as dit. Mais pas content parce que c'est full Trumpiste, full post. Attends, quoi? Mais t'as dit il était pas content, Fabrice Arfi, je t'ai dit pourquoi il était pas content? Je t'ai dit parce que c'était pas assez le jugement. Toi tu me dis c'est full Trumpiste, full post-vérité, mais tu parles de quoi? On sait pas de quoi tu parles, c'est lui qui a fait le documentaire, non? Alors, personne n'y comprend rien, sorti en 2025, documentaire de Yannick Kergoat. Quoi, il dit que c'est full Trumpiste, le docu? Je comprends rien. Ah oui, non, j'ai pas tout compris. La peau compris. Alors, personne n'y comprend rien revient sur toute l'affaire Sarkozy-Kadhafi et sur le financement de la campagne présidentielle du premier par le second. Un grave manquement à la transparence politique et dont le jugement a été rendu pas plus tard que la semaine dernière. Bon, pas pour l'effet de ça, voilà. Ah oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. Donc j'ai enfin vu ce documentaire que je voulais voir depuis très longtemps. Effectivement, j'en avais entendu parler, mais j'avais oublié de le regarder. Donc pile dans les temps pour savourer le jugement de cette affaire qui est tombée et qui rend coupable Sarkozy, Guéant et Hortefeux d'association de malfaiteurs. Alors finalement, avec ce documentaire, on y comprend que c'était pas si compliqué que ça. En gros, Sarkozy a frayé dans les petits papiers d'un dictateur grâce à un entremetteur, lui a soudoyé de l'argent, puis a fait... Enfin, ce que le documentaire dit, bien sûr. Lui a soudoyé de l'argent, puis lui a fait la guerre pour faire disparaître sûrement les preuves quand ça l'arrangeait plus. Puis ensuite, il a continué ses magouilles dans l'ombre, aidé d'autres personnes pendant que le premier entremetteur avouait enfin les faits. Un documentaire clair qui revient sur tous les aspects de l'enquête de Mediapart et de son sérieux journalistique, contrairement à ce que, bien sûr, tous les médias de Bolloré veulent nous faire croire, qui protègent donc Sarkozy. Mediapart et la justice n'ont pas failli dans cette affaire et ont trouvé les éléments à charge, les liens, etc. D'ailleurs, comme le dit très bien Klimovitch, la justice a rendu un verdict plutôt... correct, même si enfin ils ont été extrêmement prudents. Dès qu'il y avait un doute, ils n'ont pas accepté ils n'ont pas mis de charge, puisque c'est comme ça que la justice fonctionne. Donc finalement, Sarko s'en sort assez bien en réalité. Voilà. Donc voilà. C'est vraiment un bon documentaire à voir pour comprendre pourquoi Sarko va aller en tôle. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie de Klimovitch, que je vais vous lier, que j'ai vue hier soir. Bon, j'avais déjà... en réalité, j'avais déjà tout vu, donc ça m'a pas appris grand-chose de plus. Mais c'est bien, c'est un bon résumé. Voilà. Oh, j'ai mal au dos, c'est terrible. Donc voilà, c'est un documentaire assez clair, voilà. Pouette pouette camembert, exactement. Pouette pouette. Hein. C'est celui qui dit qui est, en fait. Non, mais en vrai, dans ce documentaire, par contre, c'est... Alors, moi, j'avais capté... j'avais compris l'histoire Kadhafi, donc qui s'est fait financer sa campagne. J'avais pas vu le lien avec la guerre ensuite contre la Libye. C'est... Ouais. Tu tombes un petit peu de ta chaise quand tu vois ça, parce que tu te dis, oh là là, le mec... Il a reçu des cadeaux et ensuite, il a poignardé le mec dans le dos, quoi. Puis bien comme il faut, en plus. Hein. Waouh. Je suis choquée. Mais bon, ça m'étonne pas, mais voilà. Voilà, est-ce qu'on a quelque chose à dire de plus sur ce film? Ou pas? Ou est-ce qu'on enchaîne sur les deux jeux vidéo? Ouais, c'est un mafieux, c'est terrible. Hein.
En fait, on le savait, on le sentait, mais là, quand on le voit avec des preuves et des faits et des machins, t'es là en mode... Ah ouais, quand même, quoi. 200%, ouais. C'est impressionnant. Et bien sûr, tout le monde va le protéger. Et Jihad est persuadé qu'il n'ira pas faire de la tôle. Vraiment, avec une autre pote, on était en mode « Laisse-nous rêver! Laisse-nous rêver !» Donc voilà, on espère qu'il va y aller dans sa petite cellule de 8 mètres carrés, là. Allez. On enchaîne. Feet on the earth, you drove while I sang, made love in the lake. You're mad about her, sounds around on fire. You play your guitar, I look through the land, says you screamed in the dark. Exactement, Jessica. Encore une fois, un bon résumé. The Longest Road on Earth, sorti en 2021, jeu de Brainwash Gang. Oui, oui, non mais c'est ça en fait, c'est pour ça qu'on dit laisse-nous rêver et qu'il fasse... Enfin, que ça passe, mais c'est vrai que c'est... Je suis un peu... En vrai, je suis d'accord avec Jihad, il va faire comme Balkany, quoi. Alors, nous avions testé la démo en live avant que je tilte que je l'avais dans ma bibliothèque Steam. Donc, je l'ai fait en entier. C'est un jeu d'à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Proposition très singulière où l'on suit plusieurs personnages dans leur routine et surtout leur solitude. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Tout est en noir et blanc. C'est du très très beau pixel art par contre. Tout en musique aussi qui s'alterne au fil du récit qui avance. Comme le jeu n'a ni texte, ni son, ni rien à part le visuel, nous sommes invités à choisir nous-mêmes ce que nous voyons et comprenons. Un jeu donc assez austère par rapport à d'autres choses plus friendly, mais qui saura ravir ceux qui aiment contempler, prendre leur temps et apprécier la variété du jeu vidéo. Il va jouer la carte H70 ans alors que le mec clame haut et fort quand on est bien, on va bien, on peut travailler. Bah oui, bien sûr. Il a la carte senior, là, il peut pas aller en prison, c'est pas possible. Non, mais oui, c'est vraiment des salauds. Hein. Puis c'est lui, avec tous ces tweets, là, ou toutes ces allocutions qui disaient oui, quand la justice n'est pas rendue, quand les coupables ne payent pas pour leurs crimes, c'est de l'impunité. Accepte le jugement et ferme ta ta grande bouche. Voilà. On enchaîne avec juste le lol de fin, bien sûr. On adore rire ici. Arigato Ningen-san. On l'a fait en live. Mais voilà, c'est drôle. Donc je vous mets le lien dans le chat. Petit jeu rapide où on pétrit littéralement des animaux pour les détendre. Voilà, jeu de 5-10 minutes où tout est écrit en japonais et en français. Parfait pour réviser, bien sûr. Voilà, c'était le petit lol de fin de reco. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, que vous aurez plein de trucs à lire surtout, à voir un petit peu, à jouer, si vous n'avez pas peur des choses bizarres. Et voilà.